Dans cette vidéo, on va s'intéresser aujourd'hui à l'un des outils les plus importants du physicien, son sens physique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sens physique? Le sens physique, en fait, c'est une sorte d'intuition qui permet, en regardant les équations et calculs qu'on effectue, de savoir si ça a une vraie réalité, donc que c'est vraiment quelque chose de cohérent avec notre monde, ou si juste on s'est trompé dans le calcul. Donc le sens physique aussi, c'est très important parce que ça permet de détecter des erreurs bêtes ou juste une mauvaise recopie dans un calcul. Donc aujourd'hui, on s'attaque à comment développer son sens physique avec deux exemples. On va commencer par un exemple classique que l'on voit en tout début de première année en classe préparatoire, déterminer la longueur L-ec d'un ressort à l'équilibre. Donc pour ça, on nous donne quatre équations différentes qui sont censées décrire la longueur à l'équilibre du ressort. Alors bien sûr, une seule est vraie. Et pour ça, on va déjà un peu s'interroger sur le système qu'on a et sur ce que représentent les équations. Donc ici, là, on a notre ressort avec une masse m posée dessus. Et là, ici, on a défini deux paramètres du ressort. K, la raideur du ressort. Donc plus K est grand, plus le ressort est raide. Et L0, la longueur à vide du ressort. Donc avec tous ces paramètres qui décrivent le ressort, on va être capable de sélectionner la bonne réponse parmi les quatre qui permet de décrire la longueur à l'équilibre sans pourtant connaître la dynamique du ressort. Donc on va déjà s'intéresser à ces quatre équations. On voit à chaque fois qu'on a la longueur à vide qui apparaît, donc ce qui semble logique parce que la longueur à l'équilibre, souvent c'est un écart par rapport à la position à vide. Et on a un terme ici en plus qui fait apparaître le produit mg, qui est soit divisé, multiplié par k, donc on effectue différentes opérations, et ça s'ajoute ou ça se soustrait à la longueur à vide. Alors on va déjà pouvoir remarquer qu'il y a deux solutions qui sont absurdes dans celles qui sont proposées. Et pour ça, c'est la solution 1 et la solution 4. Imaginons par exemple que l'on ne mette aucune masse sur le ressort. Donc on s'attendrait à ce que le ressort ait une longueur soit L0 à l'équilibre, soit une longueur finie en tout cas. Si jamais on met aucune masse, ces deux équations nous donnent des quantités qui divergent vers plus ou moins l'infini. Donc ici on voit qu'on divise par 0, donc on obtiendrait plus l'infini. Et ensuite on divise par 0 avec un signe moins, donc ça tendrait vers moins l'infini. Donc on sait déjà que l'équation 1 et l'équation 4 ne sont pas cohérentes. Maintenant, on va devoir déterminer entre l'équation 2 et l'équation 3 laquelle est l'équation réelle de la longueur à l'équilibre. Donc pour ça, on va s'interroger d'abord sur la masse qui se trouve ici sur le ressort. Donc on se dit que si la masse est très lourde, le ressort va devoir tendance à diminuer et donc sa longueur à l'équilibre aussi diminuer. Donc pour ça, la longueur à l'équilibre doit être une fonction décroissante de la masse. Alors remarque que dans l'équation 2, la longueur à l'équilibre est une fonction croissante de la masse, et dans l'équation 3, la longueur à l'équilibre est une fonction décroissante de la masse. Donc d'après ce que l'on vient de dire, il est impossible que l'équation 2 décrive la longueur à l'équilibre du ressort, car c'est une fonction croissante de la masse, alors qu'on s'attend, quand la masse augmente, que la longueur à l'équilibre du ressort diminue. Donc voici la bonne réponse que l'on a obtenue, et a posteriori, on va pouvoir vérifier que cette réponse est cohérente avec l'intuition qu'on se fait d'un raideur d'un ressort. Ici, on se dit que plus la raideur du ressort est grande, plus la longueur à l'équilibre doit être grande. Parce que ça veut dire que la masse a peu d'influence sur la longueur du ressort. Et c'est ce qu'on vérifie ici, parce que vu qu'on a un inverse mais un signe moins ici, la longueur à l'équilibre est une fonction croissante par rapport à la raideur du ressort. On passe tout de suite au deuxième exemple, dans lequel on va chercher à déterminer l'expression de la résistance dans un fil. Donc on parle bien sûr de la résistance électrique, et cet énoncé est quand même déjà plus dur que le précédent, parce qu'ici on n'a pas d'indication d'équation qui serait juste ou fausse.
Mais donc on va d'abord commencer par un vrai travail de physicien, à savoir s'interroger sur notre système. Donc qu'est-ce qui pourrait bien entrer en compte dans la résistance dans un fil? Déjà on pense que les caractéristiques du fil peuvent entrer en compte. Donc sa longueur, mais aussi sa section. Enfin, un dernier paramètre doit aussi être pris en compte pour considérer la résistance du fil, c'est dans quel matériau le fil est-il construit. Donc pour ça, on va définir la résistivité, ρ, et on précisera un peu plus tard ce que l'on entend par résistivité. Donc là, on a ces trois paramètres, la longueur, la section et la résistivité. Et avec ces trois grandeurs physiques, on va chercher à obtenir l'expression de la résistance dans un fil. Maintenant qu'on a déterminé nos trois paramètres cruciaux pour notre équation, on va s'interroger maintenant sur leur influence par rapport à la résistance. Tout d'abord, on se dit que si un fil est très très long, la résistance devrait augmenter. Donc la résistance doit être une fonction croissante de la longueur du fil. Ensuite, maintenant pour la section, c'est un peu plus difficile. Mais si tu te souviens bien, le courant électrique, en fait, c'est des électrons qui passent dans un fil. Et si la section est grande, les électrons peuvent plus facilement passer à travers le fil parce qu'ils ne s'entrechoquent pas entre eux. Donc, si la section augmente, la résistance doit diminuer. Enfin, pour la résistivité, qui caractérise le matériau, elle a un fort lien avec la résistance, comme son radical l'indique. Et donc, la résistance est une fonction croissante de la résistivité. En fait, la résistivité, c'est un peu une mesure caractéristique du matériau par rapport à sa résistance. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que la résistance, c'est une fonction croissante de la résistivité. Donc à partir de ces trois grandeurs physiques, maintenant, on va former l'équation la plus simple que l'on puisse s'imaginer. Donc sachant qu'on va devoir faire des produits ou des quotients, on met ici en haut la longueur du fil et sa résistivité, parce que c'est une fonction croissante pour ces deux grandeurs, et on divise par la section, car la résistance est une fonction décroissante de la section du fil. On a obtenu cette expression pour la résistance dans un fil, et finalement c'est bien la bonne expression. Tu peux aller vérifier sur internet par exemple si tu veux. Mais en fait, ici on a eu un petit peu de chance, parce que quand on connaît un peu l'analyse dimensionnelle, d'ailleurs tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'analyse dimensionnelle, on voit ici que notre préfacteur est 1, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas eu à le déterminer. Mais ça aurait pu être une grande constante adimensionnée devant, et là on se serait fortement éloigné du résultat que l'on obtiendrait juste à partir de cette analyse des grandeurs physiques caractéristiques du système. Avec cette vidéo, j'espère que tu auras aiguisé un peu plus ton sens physique. Mais le sens physique, c'est bien plus qu'une astuce qui t'aidera à réussir à la fac ou en prépa, car de nombreuses révolutions en physique sont bien à l'origine de la compréhension des phénomènes. Et de nombreux prix Nobel ont été décernés notamment à des physiciens qui ont réussi à comprendre le contexte, les enjeux de la modélisation qu'ils effectuaient durant leur expérience. Par exemple, Einstein a obtenu le prix Nobel en comprenant les enjeux sous-jacents de l'effet photoélectrique, la dualité onde-corpuscule. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et à la prochaine pour plus de vidéos de physique.